Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Très bien, parfait. Donc, je pense bon allez, on va attendre encore 2 minutes et on commence.
Bien, donc je pense qu'on peut commencer. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Mon écran est-il visible? Très bien, très bien. OK. Donc, on continue avec les réseaux de neurones. Je fais juste un rappel très, très rapide par rapport à ce qu'on avait fait la séance passée. Donc, on a juste parlé un petit peu brièvement de la propagation en avant. On avait mis le lien avec le réseau neuronal humain et on s'était dit que le réseau de neurones, l'algorithme de réseau de neurones qu'on implémente en apprentissage automatique, on a été inspiré du cerveau humain. Donc, on avait dit que c'était exactement, ça ressemblait beaucoup à tout ce qu'on a fait, ce qu'on avait fait jusqu'à présent, donc régression logistique, notre fonction hypothèse, donc combinaison linéaire, une fonction linéaire qui va multiplier nos caractéristiques par nos paramètres, les sommer pour avoir l'équation linéaire, appliquer une sigmoïde pour un petit peu faire rentrer la non-linéarité. Donc, lorsque nos données ne sont pas linéairement séparables, donc il est plus intéressant d'utiliser une fonction non linéaire. Donc, dans notre cas, c'est la sigmoïde. Donc, la sigmoïde, son objectif, elle a en fait deux fonctions. La première fonction, c'est qu'elle permet une non-linéarité de notre fonction hypothèse. Et sa deuxième fonction, c'est qu'elle permet d'avoir des probabilités, donc des valeurs entre 0 et 1. Donc voilà, c'est ce qu'on avait dit. Donc un perceptron, uniperceptron, ce n'est autre qu'une régression logistique. Donc fonction hypothèse, combinaison linéaire, fonction logistique qui est notre sigmoïde. Ensuite, on avait parlé du multiperceptron, donc c'est plusieurs perceptrons à l'intérieur. Donc chaque nœud va être une régression logistique et donc le output d'une certaine couche va être le input, l'entrée de la couche suivante. Et on répète ça jusqu'à le dernier output qui est notre hypothèse finale, qui est notre Hθ et qui va être la sigmoïde de la combinaison linéaire de tout ce qu'il y a avant. Donc des nœuds qui sont avant. Et on avait parlé aussi de fonctions composées, donc f rangé. Donc tout ce qu'on va voir donc aujourd'hui, ça sera lié à justement cette combinaison de fonctions, donc notre f rangé, et on verra donc la fonction hypothèse, c'est une combinaison de plusieurs fonctions qui viennent avant. On avait aussi parlé d'un algorithme assez simple qui a été proposé par Nielsen en 2015 dans son livre et qui permet d'avoir une précision jusqu'à 95,42 sur l'ensemble de données qu'on est en train d'utiliser dans notre TP, donc sur les chiffres manuscrits. Bien sûr, sur la base originale, j'imagine, vu que nous, on a juste utilisé un sous-ensemble. On avait dit donc que le input, c'était les images, donc 28 fois 28. Donc, on avait 784 nœuds. Donc, tout ce qu'on a ici, c'est des pixels. Et on va leur appliquer une combinaison linéaire, ensuite une fonction logistique pour avoir la première couche qui est composée de 15 neurones. Et enfin, donc, une combinaison linéaire et une fonction logistique pour avoir le output. Donc, la fonction logistique dans les réseaux de neurones, on appelle ça une fonction d'activation. Et ça nous vient donc du cerveau humain toujours. Donc, on dit souvent que dans notre réseau neuronal humain, dans notre cerveau, il y a des neurones qui s'allument. They fire up. Donc, lorsqu'on veut exécuter une certaine action, c'est le neurone responsable de cette action qui va s'allumer et qui va nous donner donc une instruction.
Donc ça, c'est une voiture, ça, c'est un chien, ça, c'est le neurone qui va permettre d'ouvrir l'œil, ça, c'est le neurone qui va permettre telle et telle fonction. Donc, quand est-ce que j'ai besoin de faire cette fonction et quand est-ce que j'ai besoin d'activer cette fonction? Et ça, c'est justement, c'est de là que nous vient l'appellation activation du neurone. Activation, dans notre cas, l'activation, c'est la fonction logistique. Donc, la fonction logistique que j'ai ici, ça va me dire, est-ce que j'active le neurone qui me permet de dire que c'est un chiffre 0? Et je l'active lorsque je suis à 1, je le désactive lorsque je suis à 0. Et on avait vu donc, que ce output, généralement, va nous donner euh, euh, donc, ne va pas nous donner un 1 ou un 0, mais va nous donner une valeur qui se rapproche de 1, qui se rapproche de 0, ou qui est entre les deux. Et on avait dit qu'on pouvait faire un seuillage pour lui donner la valeur 1. On avait aussi parlé de la somme du output. Et en fait, donc, certains d'entre vous, durant le TP, m'avaient dit que la somme serait égale à 1. D'autres ont dit non, ça ne serait pas égal à 1. Donc, je suis avec l'équipe qui a dit non. Donc, ici, la somme qu'on a ne sera pas forcément égale à 1. Pas forcément. Pourquoi? Parce que la probabilité est à l'intérieur. Donc, si j'active ce neurone, donc, il sera responsable seulement de cette classe. Et c'est exactement ce qu'on avait fait avec la régression logistique durant le TP. J'ai perdu ma connexion, une petite seconde. Donc voilà, donc si je prends toutes les probabilités que j'aurai à la couche de sortie, leur somme ne va pas forcément être égale à 1. Pourquoi? Parce que pour la première classe, on aura une fonction logistique propre à cette classe. Pour la deuxième classe, on aura aussi une fonction logistique propre à cette classe. Et ainsi de suite. Au moment où on aura entraîné le réseau, éventuellement, on aura une somme est égale à 1, éventuellement, mais ce n'est pas sûr. Et c'est pour ça, et c'est ce qu'on verra lorsqu'on abordera les algorithmes profonds, donc les réseaux de neurones profonds, on verra d'autres fonctions d'activation qu'on pourra appliquer sur la dernière couche pour faire en sorte que la couche de sortie, la somme de tous les nœuds de la couche de sortie soit égale à 1. Donc pour le moment, rappelons-nous juste que ce que j'ai, chaque nœud que j'aurai ici, est indépendant des autres nœuds. Chaque nœud va être une sigmoïde d'une fonction linéaire, d'une autre sigmoïde, d'une autre fonction linéaire, de tout ce qu'il y a avant. Et vous voyez ici qu'il n'y a aucun lien entre le premier nœud, le nœud qui décide si ce chiffre est un 0 ou pas, avec le nœud qui décide si c'est un chiffre, si cette image, c'est un chiffre 1 ou non. Et donc, dans le cas où j'ai des confusions, par exemple le chiffre 7 avec le chiffre 1 ou le chiffre 6 avec le chiffre 9, la probabilité peut être élevée pour le 6 et pour le 9. Et donc, la somme globale risque de ne pas être égale à 1. Voilà, donc ça c'est juste une petite remarque, mais vous verrez, donc aujourd'hui on va voir ça plus concrètement et pourquoi on n'arrivera pas à avoir la somme égale à 1 et on verra ça encore plus durant l'apprentissage profond. Voilà, donc on avait vu quelques exemples. On avait parlé de changement de l'étiquette. Donc si j'ai une étiquette 5, je vais changer son output pour avoir un vecteur. Et ça, c'est exactement aussi ce qu'on avait fait durant le TP1. Donc c'est ce qu'on avait utilisé, to categorical. Donc c'était le changement d'une étiquette, nos Y, qui avait une seule valeur, en un vecteur. Pourquoi? Pour répondre à cette structure, justement, à la structure du réseau de neurones, où j'aurais besoin d'un output pour chaque neurone, donc pour chaque chiffre. Maintenant, donc, pour aujourd'hui, on va passer à l'étape
d'entraînement. Pour l'entraînement de notre réseau, donc c'est ce qu'on avait vu précédemment, l'algorithme très rapidement. Donc, on devait initialiser tous les poids. Donc, si je reviens ici, j'ai plusieurs poids, et c'est ce qu'on a vu en TP. Donc, plusieurs poids, une matrice de poids pour la première couche et une matrice de poids pour la deuxième couche. Et ce qu'on veut, c'est avoir les meilleurs poids possibles, ces poids, bien sûr, qui nous minimisent notre fonction de coût. Et ça, donc depuis le début du semestre, c'est ce qu'on est en train de faire. À chaque fois, on veut minimiser notre coût. On a vu comment on calcule le coût. Pour la régression linéaire, c'est la différence carrée. Pour la régression logistique, ça va être le logarithme parce que la fonction n'est pas convexe, donc la fonction sigmoïde n'est pas convexe, donc on a besoin d'une fonction de coût qui soit, elle, convexe pour pouvoir trouver le minimum global. Donc, on avait vu que le coût pour la sigmoïde serait, on devrait utiliser le logarithme. Donc, toujours, l'objectif, c'est de minimiser cette erreur. Donc, j'initialise les poids aléatoirement. Ensuite, on va calculer l'activation du réseau pour chaque image d'entraînement. Donc, je vais faire une propagation en avant, et ça, on avait vu. Et on calcule l'erreur sur l'ensemble d'entraînement. On calcule l'erreur et on applique une propagation. Donc, le coût pour une image, on avait dit que c'était l'étiquette réelle moins l'étiquette prédite. Et pour l'ensemble de la base d'apprentissage, bien sûr, ça va être pour tous les exemples. Alors, ce n, c'est un m. Normalement, c'est un m. Donc, 1 sur 2m fois la somme du coût qu'on a mis ici. Donc, ça, c'est exactement ce qu'on avait vu dans tous les cours précédents, sauf qu'ici, on a juste un petit peu changé les noms pour appeler ça W et B. W pour dire weights, donc le poids, dans un réseau de neurones. On parle de paramètres, bien sûr, mais on parle aussi, donc, pour les algorithmes les plus basiques, donc, on avait commencé par appeler ça des poids. Maintenant, on appelle ça, j'imagine que même pour l'apprentissage profond, je pense qu'on appelle toujours ça weights. Un peu plus qu'avant, paramètres. Mais donc, on préférera le terme W pour ce cours, juste pour dire que c'est des poids, donc les weights. Donc, pour l'entraînement, donc pareil, on reviendra vers notre... alors, j'ai perdu, je pense, mon partage. Un moment. Donc, on essaiera d'utiliser la descente du gradient. La descente du gradient pour optimiser les poids du réseau de neurones. Alors, l'algorithme de la descente du gradient qu'on va utiliser pour le réseau de neurones ne va pas être totalement similaire à ce qu'on avait utilisé précédemment, car on va essayer de profiter des fonctions, des propriétés des fonctions mathématiques composées. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, pour ça, on va imaginer un petit réseau de 3 couches. Donc, une couche, 4 couches. Donc, une couche en entrée, 2 couches cachées et une couche de sortie. Alors, donc on va essayer d'abord de se concentrer sur la propagation de l'erreur pour ce nœud. Alors, si j'ai envie de mettre à jour les poids, donc ces poids que je vois là, ce dont j'aurais besoin, c'est de calculer le coût par rapport à ces poids. Une seconde. Donc, prenons le premier nœud de sortie. Donc, ça, c'est notre output. C'est l'activation.
Donc, on appelle ça A pour activation, W pour weight. Donc, si je veux calculer le coût à ce niveau, donc ça va être tout simplement l'étiquette réelle moins l'étiquette prédite. Et l'étiquette prédite, c'est l'activation de la dernière couche, donc pour la première classe. Donc, si je veux calculer ça par rapport à la première classe, donc j'aurai l'étiquette réelle moins l'étiquette prédite. Donc, l'étiquette réelle moins l'étiquette prédite, donc c'est le premier coût. Maintenant, on veut calculer la dérivée de ce coût par rapport au premier point. Donc, ce qu'on va essayer de faire, ça va être de dériver cette fonction de coût. Donc, pour la dérivation de cette fonction de coût, j'ai envie de dériver par rapport à la première activation. Donc, ça va être de multiplier par l'étiquette réelle moins l'hypothèse. Donc, en fait, c'est 2. Donc, je ramène juste un 2 ici. Et je calcule la première dérivée. Donc, la dérivée de mon coût par rapport à ma dernière activation. Ensuite, je veux maintenant, ce que je sais, c'est que cette activation, c'est en fait une fonction composée. Donc, c'est la sigmoïde de la fonction z. Et la fonction z, c'est la sortie du nœud précédent. La sortie qui était donc les deux nœuds précédents multipliés par les deux points. Donc, en fait, c'est la sigmoïde du z. Z que j'ai calculé juste avant. Et la règle de la chaîne, la règle de la dérivation des fonctions composées, stipule que la dérivée d'une fonction donnée, c'est la multiplication de la fonction par la dérivée de la fonction elle-même. Donc, en fait, si je cherche la dérivée du coût par rapport à ce paramètre, donc ça va être la dérivée de la fonction elle-même multipliée par la dérivée de la fonction qui la compose. Donc, ce qu'on avait calculé ici, donc 2 fois l'activation, plutôt l'étiquette réelle, moins l'activation, multiplié par la dérivée de la fonction, qui la compose. Une seconde, j'ai perdu ma connexion. Voilà, donc mon poids W qui a été multiplié par A3. Donc A3, c'est l'activation qui vient juste avant. Donc W a été multiplié par A3. Et ce premier W, et en fait, je suis en train de chercher la dérivée du coût. Donc, la dérivée du coût du moment que la fonction est composée. Donc, ça va être alors, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, l'activation égale à la sigmoïde de Z1, Z1 qui est égal à la combinaison linéaire de l'activation précédente. Donc, si j'ai envie de calculer la dérivée, donc ça va être la dérivée de la première fonction multipliée par la deuxième fonction. Alors, pour la dérivée de la sigmoïde, donc ça va être la sigmoïde multipliée par 1 moins la sigmoïde. Donc ça, c'est une propriété que vous pouvez dériver. Donc, si ma fonction sigma de z est égale à 1 sur 1 plus exponentielle moins z, sa dérivée va être donc exponentielle moins z sur 1 moins
plus exponentielle moins z au carré. Et ça, c'est exactement cette fonction même. Donc, c'est notre sigmoïde fois 1 moins la sigmoïde. Et donc, du moment que je sais que A, c'est la sigmoïde de Z, donc la dérivée de la sigmoïde est égale à 1 A moins 1 fois 1 moins A. Et donc, c'est ce qu'on a repris ici. Donc, pour trouver la dérivée du coût par rapport à W11, donc j'aurai besoin de dériver, donc d'avoir le coût final que je vais multiplier par la dérivée de la sigmoïde. Et la dérivée de la sigmoïde, c'est simplement donc, la fonction elle-même, A4, multipliée par 1 moins A4 fois A3. Donc, fois la fonction. Donc, ce qui est en jaune, c'est la dérivation de la sigmoïde. Et le reste, donc, c'est la fonction elle-même. Voilà. Donc, encore une fois, on cherche une dérivation d'une fonction composée. Donc, la dérivation d'une fonction composée, c'est la dérivation de la première fonction par rapport à la fonction fois la dérivation de la deuxième fonction par rapport à notre x. Je dois expliquer ça avec un petit schéma. Donc, si j'ai f, alors g de f de x, donc sa dérivée va être la dérivée de g par rapport à f fois la dérivée de f par rapport à x. Donc, dans notre cas, on a un coût. Donc, le coût par rapport à W. Alors, donc, ce qu'on est en train de chercher, donc, c'est le coût par rapport à W1. Donc, je veux trouver le coût par rapport à W11. Donc, si je cherche le coût par rapport à W1, mais je sais que ce coût, ce n'est pas une fonction unique par rapport à W11. C'est différent de ce qu'on était en train de voir dans la régression logistique. Dans la régression logistique, on avait seulement donc hypothèse. Hypothèse, il y avait des paramètres, donc θ fois x. Et lorsqu'on cherchait le coût, c'était une fonction par rapport à θ. Et donc, H était unique. Mais cette fois-ci, donc à chaque fois, on est en train de revenir vers une autre étape. Donc, C, ce n'est pas seulement une fonction par rapport à θ, mais c'est une fonction par rapport à plusieurs θ déjà. Mais chaque θ, c'est un θ composé. Donc, si je veux trouver la dérivée de C par rapport à un seul θ, je dois aller le chercher dans toutes les fonctions qui le composent. Donc, pour la première couche, donc, si je veux chercher la dérivée par rapport à W11, donc je vais essayer de chercher ce que j'ai à l'intérieur, donc le coût par rapport à la combinaison linéaire qui est avant. Alors, c'est x 1 demi fois a chapeau
moins A au carré. Donc, la dérivée sera Cx. Alors, c'est dérivée de Cx par rapport à W11. Non, 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 ce n'est pas directement A11. Pas encore. Pas encore. On n'est pas encore arrivé à WA1. En fait, le coût qu'on a ici, donc A chapeau moins 1, c'est par rapport à A1. Pourquoi? Parce que Oui, madame. c'est une fonction composée. Donc, ce que vous avez Ah, écrit, c'est oui, juste oui, madame, la fonction du coup, c'est 1 sur 1 sur 1 sur 1 fois la fonction y F. max x. Oui, Non? oui, 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 c'est ça. Mais le problème, donc si je fais ça, je vais appliquer une descente du gradient. Et en fait, dans les réseaux de neurones, on ne préfère pas utiliser le gradient low gradient descent. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop coûteux. Donc, on va préférer utiliser la propagation en arrière. Et pour utiliser la propagation en arrière, on va utiliser la composition de fonctions. Donc, en fait, ce qu'on évite avec la descente du gradient, c'est de faire beaucoup trop de calculs pour la fonction du coût pour chaque paramètre. Donc, on est en train de réduire des calculs. Pourquoi? Parce que je vais calculer la dérivée du coût à ce niveau. Ensuite, cette dérivée, je vais juste la multiplier par la dérivée à ce niveau. Et cette dérivée, je vais la multiplier par la dérivée. Donc, en fait, je calcule à chaque couche, je calcule la dérivée une seule fois. Alors que si j'applique la descente du gradient comme on avait l'habitude de faire, donc je calculerai à chaque fois la dérivée de chaque poids, à chaque couche. Donc les calculs vont être énormes. Bien. Donc, pour tout le monde, c'est juste quelque chose de très intéressant à savoir. Dans les réseaux de neurones, on utilise la descente du gradient, mais on va l'utiliser pas pour chaque calcul. On va l'utiliser une fois, puis la propager, puis l'utiliser une fois, puis la propager. Et ça va nous permettre de réduire la complexité du réseau de neurones. Donc, je reviens. Alors, on était là. Donc, la fonction du coût, donc ça va être la fonction par rapport à A1 multiplié par la dérivée de A1 par rapport à Z multiplié par la dérivée par rapport à W11. Et c'est là où on va trouver la dérivée du coût par rapport à W1. Donc, on applique la règle de la chaîne parce qu'on a des fonctions composées. Donc, dérivée du coût, c'est la dérivée par rapport à A1 multipliée par la dérivée par rapport à Z1, vu que A1, c'est une fonction de Z1, multipliée par la dérivée de Z1 par rapport à W1. Et donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, la dérivée de Z, c'est A fois 1 moins A. Donc, c'est l'activation fois 1 moins l'activation. Et je sais que donc, la dérivée d'une fonction sigmoïde, c'est la fonction sigmoïde multipliée par 1 moins la fonction sigmoïde. Donc, si je cherche la dérivée de la sigmoïde ici, dérivée de sigmoïde par rapport à Z1, donc ça va être sigmoïde de Z1 fois 1 moins sigmoïde de Z1. Et donc, sigmoïde de Z1 fois 1 moins sigmoïde de Z1, c'est exactement l'activation. Donc, c'est l'activation au niveau de la quatrième couche. Donc, l'activation au niveau de la dernière couche fois 1 moins l'activation au niveau de la dernière couche multiplié par A3. Donc, A3 qui est la couche précédente. Et donc, on obtient la dérivée par rapport à W11. Voilà, donc encore une fois,
je fais un forward pass pour trouver la dérivée par rapport à mon premier paramètre. Ce qu'on va essayer de faire, ça va être de dériver le coût par rapport à la première fonction, étant donné que le coût, c'est une fonction de W, mais W est à l'intérieur de Z4 et Z4 est à l'intérieur de A1. Donc, je dérive par rapport à A1. Ensuite, je dérive A1 par rapport à Z1. Ensuite, je dérive Z1 par rapport à W1. Et ça nous donne donc dérivation par rapport à A1, c'est 2 fois l'étiquette réelle moins l'hypothèse, donc la dernière hypothèse. Ensuite, l'hypothèse fois 1 moins l'hypothèse, donc ça c'est la dérivée par rapport à Z1, 4, multiplié par A1. Donc A1, c'est l'activation au niveau 3. Activation multipliée par 1 moins l'activation suivante, multiplié par l'activation suivante, multiplié par l'étiquette réelle moins l'activation, moins l'hypothèse. Bien sûr, multiplié par 2, étant donné que j'ai un 2 ici. Voilà, donc tout ça, on les connaît. Donc, je connais la valeur de l'activation à la couche numéro 4, je connais la valeur de l'activation au niveau de la couche numéro 3. Donc, je vais juste faire des multiplications et vous voyez que c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup moins coûteux que si on avait utilisé la descente du gradient. Voilà. Qu'est-ce que j'avais mis alors, donc ça, la dérivée par rapport à Z1, on va toujours l'appeler delta avec le numéro de la couche. Donc, c'est la dérivée suivante. Ce que je dérive avant le paramètre que je suis en train de chercher, je vais toujours l'appeler delta de cette couche-là. Donc, delta de la couche, c'est 2 fois donc l'étiquette réelle moins l'hypothèse fois l'hypothèse fois 1 moins l'hypothèse. Et on va voir qu'on peut donc propager cette appellation pour toutes les autres couches. Donc, dérivé du coût par rapport à W1, on vient de le trouver. Et on peut répéter ça pour W2 aussi. Donc, W11 et W12. Donc, on va faire exactement la même chose. Donc, je sais que W12 va être la fonction de sortie que j'ai ici. Donc, va être une fonction, les deux fonctions qui viennent avant. Et si je veux trouver la dérivée par rapport à W2, donc je dérive pareil. Le output, la fonction, je dérive le coût par rapport à l'activation, à l'activation finale. Et j'aurai exactement ce qu'on a ici. Donc, c'est exactement la même chose. Ça va être delta que je vais multiplier par A1 de 3. Donc, l'activation à ce niveau. Et je répète ça pour les 3 nœuds que j'ai sur l'avant-dernière couche. Donc, jusqu'à présent, on est juste en train de traiter l'avant-dernière couche. Donc, dérivation du coût qui est par rapport à l'activation multiplié par le nœud précédent. Le biais, donc je sais que l'activation du dernier nœud, à chaque fois, on est en train de rajouter un 1. Donc, je vais juste multiplier la dérivée de la dernière couche par 1. Voilà, donc
mon biais qui est égal à 1, que je rajoute toujours ici, va être calculé exactement de la même façon. Donc, le B1 de la couche 4, c'est la dérivation qu'on vient de calculer avec la règle de chaîne multipliée par 1, étant donné que mon activation est égale à 1 pour le biais, quel que soit le biais, quelle que soit la couche à laquelle je rajoute le biais. Voilà, donc on a calculé les dérivations de tous les nœuds de ces trois couches. Une seconde. Voilà, donc vous voyez ce qui change ici. Alors, le output que j'ai là, c'est différent de ce que j'ai là. Donc, l'activation que j'ai pour la classe 2 est différente de l'activation que j'ai pour la classe 1. Donc, en fait, ce que je vais soustraire ici, c'est l'hypothèse de la classe numéro 2. Ce que je soustrais ici, c'est l'hypothèse de la classe numéro 1. Donc, si je reviens à ma fonction, l'activation A1 ici, c'est cette activation. Donc, delta 1 de la couche 4 est égal au Y qui est pareil, qui ne va pas changer, mais c'est cette valeur qui va changer. Donc, c'est notre activation. Delta 2 va être la valeur que j'ai dans le deuxième nœud, donc la deuxième activation. Donc, ça va être le même Y, mais moins l'activation, moins la deuxième activation. Enfin, pas la même valeur de Y, mais c'est le même vecteur Y. Donc, pour la première activation, je soustrais la première, la vérité de terrain de la première classe, et pour la deuxième activation, je soustrais l'activation de la deuxième classe. Maintenant, je reviens sur une couche plus tôt, donc notre dernière couche, notre avant-dernière couche, et maintenant on va chercher un autre W, donc par exemple celui-ci. Et il s'avère que celui-ci va être exactement la même chose qu'on a calculé précédemment. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la propagation en arrière. Donc je calcule une seule fois la dérivée et ensuite je la multiplie par la valeur de l'activation elle-même. Et je propage à chaque fois. Donc, la dérivée du coup par rapport au poids que j'aurai ici va être la dérivée précédente multipliée par la dérivée précédente. Donc, à chaque fois, je fais des multiplications en utilisant la règle de chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a mis ici? Donc, toujours pour le biais, je ne multiplie pas avec l'activation, étant donné que l'activation du biais toujours est égale à 1. Toujours égale à 1. Donc, quel que soit le nœud que je suis, sur lequel je suis, la dérivée du poids de cette couche va être égale aux dérivées suivantes multipliées par, par l'activation de cette couche. Donc, une fois qu'on aura calculé ces différentes dérivées, on va utiliser maintenant la descente du gradient pour mettre à jour nos poids. Donc, on calcule d'abord tous les gradients
ensuite, alors je vais juste voir pourquoi on a sommé